Je dois d'abord vous dire bonjour, voilà qui est fait. Merci d'être là. Je me demande ce qui attise votre curiosité comme ça. Bon, j'ai été invité à m'exprimer ce matin devant le groupe La Gauche. Ah, voilà, je te cherchais. Et j'ai bien compris que beaucoup de gens en Europe regardaient de notre côté en France. Et je comprends qu'ils aient ressenti une immense surprise en même temps qu'un intense soulagement, car au cours des 3 semaines qui ont suivi la dissolution, il n'y a pas eu un seul commentaire, une seule analyse, un seul sondage qui ait donné autre chose que l'extrême droite en tête et le nouveau Front populaire en dernier. Et la situation s'est manifestée exactement à l'inverse. Sur le terrain, il était assez facile de voir quel intense soulagement était espéré par les populations en France qui ont bien compris la menace que faisait peser sur elles l'expression absolument décomplexée du racisme, de la xénophobie et des sentiments que l'on connaît et que l'on voit poindre partout en Europe, car il faut appeler les choses par leur nom. La vague d'extrême droite est avant tout une vague raciste, sexiste et antipopulaire. Alors, le résultat en France nous a placés en tête, pour autant, cela ne signifie pas que les problèmes politiques soient réglés. La caractéristique des élections en France, depuis 2017, c'est que chaque élection aggrave la crise politique qu'elle était censée résoudre. Ainsi, en 2017, avons-nous eu une première élection présidentielle qui a abouti à l'effondrement des 2 partis traditionnels de la démocratie française, le parti socialiste d'un côté et le parti de la droite traditionnelle. En 2022, pour la seconde fois, cette situation s'est aggravée et c'est fini dans une espèce de faux semblant du même sempiternel match entre l'extrême centre et l'extrême droite. Et sans doute M. Macron avait-il d'abord pensé qu'il était capable de réorganiser le même tableau à la faveur d'une dissolution surprise. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à ce que la gauche immédiatement constitue un front uni, ce qui s'est produit. Et donc le résultat de l'élection crée une crise politique pire que celle que nous avions avant, puisque auparavant nous n'avions pas de majorité relative, nous n'en avons toujours pas, mais dorénavant le premier groupe est à l'opposé de l'orientation du président de la République. C'est dans ces difficultés particulières qu'il s'agit pour nous d'évoluer, et le groupe La Gauche ici voulait m'entendre sur ce sujet, et je me suis donc rendu à cette invitation avec beaucoup de plaisir, et ensuite j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées sur la façon avec laquelle nous concevons notre alliance, sur ce qui se passe en ce moment même à Paris, où les discussions continuent, mais où surtout nous sommes sous l'emprise d'un coup de force de fait. C'est que l'homme qui a dissous le Parlement n'appelle personne pour constituer un gouvernement. Nous sommes mercredi, il y a donc maintenant 3 jours que le résultat des élections est connu et personne n'a été appelé pour former un gouvernement, ni même appelé pour dire qu'il serait appelé. Et il n'y a aucune trace d'une volonté quelconque d'apporter un début de commencement de réponse à la situation. Alors, je ne suis pas assez bien informé des mœurs politiques dans les autres pays. Celles du mien sont évidemment marquées par le caractère central de la monarchie présidentielle, qui permet à un homme à la fois de dissoudre une assemblée, puis de ne tenir aucun compte du résultat, puis de n'appeler personne au gouvernement, et en même temps de s'en aller en voyage pour porter la parole de la France à lui tout seul, comme c'est le cas aujourd'hui à l'OTAN, alors même que le résultat des élections aurait dû au minimum l'incliner à consulter un peu pour savoir ensuite quoi dire à cette rencontre internationale d'une si grande importance à l'heure où il y a le risque de génocide, comme dit la Cour internationale de justice au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les tensions qui se sont aggravées, comme vous le savez,
dans l'espace Asie-Pacifique. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour vous répondre le cas échéant à ce que je comprends. Et naturellement, je suis incapable de vous apporter des réponses à ce que je ne comprends pas. Alors, l'Union populaire défend un programme économique qui est jugé par ses détracteurs contraire aux règles budgétaires européennes. Est-ce à dire que le gouvernement que vous appelez de vos voeux s'affranchirait des règles budgétaires de l'UE au risque d'accuser des sanctions, d'être sanctionné à la fois par l'UE et les marchés? Alors, vous admettrez que d'un côté, l'Union européenne et les marchés, ce sont deux entités différentes. J'espère que c'est bien comme ça que vous le comprenez. Bien sûr, c'est ça. Car dans un cas, il s'agit des peuples souverains représentés par leurs États, et de l'autre, il s'agit d'une bande de spéculateurs qui sont à l'affût de la moindre difficulté d'un peuple pour essayer de lui tirer un peu de son sang, comme nous l'avons vu faire en Grèce et ailleurs. Et puisque je m'adresse à des journalistes européens, donc à ceux qui ont été les premiers observateurs, vous vous rappellerez, je le mentionne pour mémoire, que la crise grecque a commencé avec un déficit à 110% du budget de l'État, pardon, du PIB, et qu'elle s'est heureusement résolue par un retour sur les marchés financiers à 180%. Si bien que nous avons tous pu en déduire que la logique et les arguments rationnels qui étaient avancés n'avaient à peu près aucune relation avec ce qui était attendu des Grecs. Bon, alors pour ce qui nous concerne, je ne sais pas en quoi notre programme est contradictoire aux, comment dites-vous, règles budgétaires européennes, je n'en connais pas. Sinon celles qui prévoient un certain niveau d'équilibre. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes assez habiles et intelligents pour comprendre que nous n'avons aucun intérêt à un choc frontal avec des institutions capables du pire comme l'est la Commission européenne. Dès lors, il n'y a qu'une manière de régler les problèmes des déficits excessifs, puisque je vous rappelle que nous sommes dans la liste des déficits excessifs, c'est évidemment d'augmenter les recettes. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas une dépense nouvelle, et j'en prends l'engagement devant vous au nom de la coalition, et pas simplement en mon nom personnel, qu'il n'y aura pas une dépense supplémentaire qui ne soit gagée par une recette supplémentaire. Parmi celles-ci, le rétablissement de l'impôt sur la fortune progressif, la modification du régime des aides accordées aux entreprises, qui atteignent tout de même la somme coquette de 223 milliards d'euros par an, et encore on ne compte que ce qui reste apparent dans les comptes publics, car une partie des dégrèvements avantages de toutes sortes qui ont été concédés aux actionnaires ont disparu depuis, parce que ça fait tellement longtemps qu'on les fait qu'on considère qu'ils nous sommes revenus à l'état de nature, n'est-ce pas? Car la France a à se plaindre d'avoir donné beaucoup d'argent aux actionnaires en échange de rien. C'est-à-dire que nous n'avons même pas pu assister au bienfait de la fameuse théorie du ruissellement, puisque cette année, une fois de plus, l'investissement en France a baissé. Et que s'il y avait l'État et les collectivités locales, eh bien, l'investissement serait encore plus bas qu'il est aujourd'hui, ce qui est tout à fait extraordinaire. Il faut donc corriger par une intervention de l'État dans l'économie, rétablissant des équilibres de contribution et de versement à une situation qui ne peut que se dégrader. Au risque d'être long, je vous dirais, monsieur, que je ne crois pas un seul instant que les politiques néolibérales, qui ont ici une très grande estime de la part de la Commission, puissent produire autre chose que des désastres financiers. Pourquoi? Parce que les néolibéraux, partout, pensent que l'État est de trop. Et donc, l'État étant de trop, seul le marché serait, lui, par contre, insuffisant dans la réalité économique. Que se passe-t-il alors? L'État, eh bien, supprime des contributions des plus riches, gorge les plus riches d'argent et coupe dans les services publics. Si bien que, comme il diminue les recettes, il ne lui est possible de faire des dépenses qu'avec de l'emprunt. Les politiques néolibérales créent donc de la dette et de la désorganisation des sociétés. Alors la France étant depuis un millénaire organisée autour de son État, il va de soi qu'elle va plus mal que les autres quand on désorganise l'État et les services publics et les grandes institutions de solidarité sociale. Si bien que si nous faisions la sottise de continuer avec la politique qui est appliquée jusque-là en France, eh bien nous aurions le même résultat. Voyez-vous, c'est-à-dire que nous serions encore plus en déficit et encore plus dans le désordre. Voilà ce qui est arrivé à la France. Et bien sûr, nous avons l'intention de corriger ça. Si bien que j'ai presque envie de remercier
la Commission européenne de nous avoir mis dans la liste des déficits excessifs, car sinon on aurait dit que nos gouvernements agressaient gratuitement le capital et le bienfaisant marché. Nous ne l'agresserons pas gratuitement, nous le prendrons à la gorge parce que cela nous a été imposé par la Commission européenne qui pense que nos déficits sont excessifs. Il faut donc augmenter les recettes. Et la bonne question n'est pas combien ça coûte, mais qui est-ce qui va payer. Est-ce qu'il appartient au président de nommer le prochain commissaire européen français? En Europe, dans les démocraties parlementaires, le vote a une certaine importance. Et dès lors qu'il y a un vote, en général, les autorités s'en réfèrent au vote. Normalement, puisqu'il y a quelqu'un de nouveau à nommer, eh bien, sans doute, le président de la République devrait-il tenir compte du résultat du vote. Et nous, le nouveau Front populaire, première coalition au Parlement, devrions-nous être consultés. Hein. Et peut-être même que dans certains pays, on aurait l'audace de penser que le premier groupe d'une Assemblée nationale est celui qui est le mieux placé pour désigner les commissaires. Mais la monarchie présidentielle a ceci de particulier, c'est qu'elle invente elle-même ses propres règles au fur et à mesure que le temps passe. Si bien que plus le temps passe, plus elle se rapproche de l'ancien régime où la seule règle qui existait était celle du bon plaisir du prince. Dès lors, votre question, et là je n'en ai pas la réponse, c'est au prince qu'il faut poser la question, et comme vous le savez, la Bible dit « Malheur aux peuples qui ont un enfant pour prince ». Est-ce que ça peut être un Premier ministre issu du PS, par exemple? Hier, Olivier Faure a dit qu'il s'en sentait capable. Je ne crois pas que ce soit une question européenne. Cette affaire se discute et nous avons nos propres règles en France, et notamment les règles de la cohabitation se sont toujours appliquées sans jamais changer. Et quelle est cette règle? C'est que le groupe politique qui est en tête désigne le Premier ministre. Le groupe politique qui est en tête, c'est le nouveau Front populaire. C'est donc à lui qu'appartient en son sein de décider ce qui est le plus adapté à la situation. Bon. Nous avons à un moment donné fait, à l'initiative du même Olivier Faure, produit une règle qui était que le premier des groupes à l'intérieur de la coalition proposait le Premier ministre. Alors, à l'évidence, il vaut mieux s'entendre sur le nom, et c'est sans doute ce que tout le monde cherchera à faire. Ce n'est pas à vous que je ferai l'injure de dire que ce genre d'arrangement inclut souvent toutes sortes d'aspects, et que, bon, ces aspects sont d'autant plus faciles à faire coïncider qu'on a la sagesse de le faire dans une certaine pénombre à l'égard des yeux des observateurs. Dernière question, battez-vous, mais s'il vous plaît. Allez-y. Divergence. Attendez, vous pourrez entendre une femme, si ça ne vous ennuie pas. Voilà. Gentil, merci. C'est à propos de l'Ukraine. Donc, puisque vous avez mentionné plusieurs fois la paix et la paix, est-ce que vous êtes prêt à négocier, même avec la Russie, sur les conditions que Poutine pose, surtout à la lumière du bombardement de Hormuzd? Madame, nous examinerons la situation à la lumière des événements qui ont eu lieu depuis l'invasion. Et peut-être même faudrait-il en inclure quelques autres qui datent d'avant l'invasion. En toute hypothèse, vous me posez la question de la Russie. Je vous réponds en vous disant que la paix se conclut entre ennemis et non pas entre amis. Dès lors, les ennemis, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine et l'Ukraine qui défend sa souveraineté et son indépendance à juste titre. Et doit, dans cette occasion, bénéficier de l'aide de toutes les démocraties européennes, singulièrement de la démocratie française, car nous, Français, avons également été envahis 4 fois en un siècle par notre voisin, et nous avons donc une sensibilité particulière aux invasions. Alors nous ne sommes pas nous-mêmes sans tâche, en tant que vieille nation, en matière d'invasion subie ou infligée aux autres. Donc, en toute hypothèse, je vous réponds, la paix se conclura avec les Russes. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de conclure la paix avec les Turcs, puisque nous ne sommes pas en guerre avec eux. Donc la paix se conclura avec les Russes, à la lumière d'un seul et unique fait, la guerre est une horreur en toutes circonstances. Il n'y a pas de guerre bienfaisante, il n'existe pas de bombardement bénéfique, ni de frappe chirurgicale. Tout ça, ce sont des vues de l'esprit. Il faut donc que l'Ukraine soit en état de se défendre. Nous autres, les Français, nous sommes astreints à une certaine prudence de langage, qui n'a pas toujours été observé par nos autorités. Pourquoi? Parce que nous avons
2000 militaires français engagés sur le front de l'Est. Les uns au titre de l'OTAN, notamment en Roumanie, les autres à des titres divers en Pologne, dans la police du ciel, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie. Dès lors, nous sommes à tout instant menacés de devenir belligérants pour un coup que nous recevrions, même non intentionnel, et nous serions alors à la merci d'une figure stratégique bien connue, le caporal stratégique, c'est-à-dire la personne qui, elle toute seule, déclenche une guerre parce qu'elle fait n'importe quoi. Il faut donc beaucoup de sang-froid et aucune exagération. Il faut que la paix soit conclue par la diplomatie, mais évidemment, si quelqu'un connaît une autre méthode, il faut absolument qu'il la présente tout de suite devant l'humanité tout entière, car personne n'en a jamais trouvé d'autre. La guerre a assez duré. J'avais, au moment de la campagne présidentielle, essayé d'avancer l'idée d'une méthode un peu concrète et, ma foi, respectueuse d'une idée qui pouvait être mise en œuvre, qui serait ni vainqueur ni vaincu. Mais il est évident que, même dans le cas de ni vainqueur ni vaincu, il faut que l'autonomie, la souveraineté de l'Ukraine soit rétablie. On ne peut pas imaginer d'autres situations. Moyennant des négociations, évidemment. Et le président de la République française nous a dit dans une rencontre avec les chefs de parti que, d'après lui et les informations dont il disposait, les Ukrainiens seraient prêts à des référendums dans un certain nombre de cas et que les Russes seraient prêts à un cessez-le-feu. On avait considéré à l'époque que c'était des nouvelles encourageantes pour négocier la paix. Mais il va de soi que pour ma part, j'avais proposé quelque chose de plus modeste, qui était de dire l'intérêt général des Européens, et j'ose le dire des Méditerranéens, et que peut-être on commence par discuter de la sécurité des centrales nucléaires. Il y a 19 réacteurs en Ukraine, parmi lesquels celui qui est arrêté sous sarcophage, bien un certain, de Tchernobyl, ce qui devrait nous servir à tous de matière première pour la réflexion du danger que cela représente. Alors nous, les Européens, ceux qui se trouvent à l'ouest, nous sommes dans le sens des vents et de la giration de la Terre. Bien, alors sauf la France, comme vous le savez, puisque les nuages radioactifs n'entrent pas en France, comme cela nous a été assuré par les autorités scientifiques de notre pays. Mais en tout cas, il y arrive qu'il en passe. Et puis les Méditerranéens, car tous les fleuves qui refroidissent les centrales nucléaires de l'Ukraine se jettent ensuite dans la Méditerranée, où existent et vivent 500 millions de personnes. Voilà, madame, pourquoi je pense que si nous en avions la responsabilité, nous commencerions par dire, écoutez, nous vous proposons de démilitariser les zones qui entourent les centrales nucléaires. Alors si vous regardez la carte, et il paraît que les Russes ont dit qu'ils étaient d'accord, les Ukrainiens ont demandé que cela soit fait, donc on aurait une première base pour commencer à établir des zones de paix et de limite de tir. Voilà comment, à mon avis, on pourrait s'avancer tranquillement, sagement, raisonnablement vers une négociation générale. Je regrette qu'elle n'ait pas pu avoir lieu en Suisse, comme je l'espérais un temps, puisque les dirigeants chinois avaient d'abord dit qu'ils étaient d'accord avec cette négociation et qu'ils y participeraient. Donc vous pouvez penser que les Russes aussi iraient. Et donc il faut saluer le rôle de l'Ukraine qui, de son côté, les a acceptés et y participé. Peut-être avant de clôturer, un dernier mot pour vous dire aussi ce que nous apprend la situation française au regard de l'Europe. Quand on regarde ce qu'il s'est passé en France, dans les 2 dernières années, le cordon sanitaire a sauté. Pour la première fois en France, on a eu des vice-présidents de l'Assemblée nationale d'extrême droite. Et c'est peut-être la situation que nous allons vivre dans quelques semaines ici au Parlement européen. Et qu'est-ce que nous apprend la situation française? C'est quand le cordon sanitaire saute, quand les libéraux et la droite ouvrent grand le chemin, grand les vannes à l'extrême droite, eh bien ils le prennent. Ils le prennent et ils l'élargissent pour créer une autoroute vers la prise de pouvoir. Et c'est seule la gauche unie du nouveau Front populaire qui a permis de l'arrêter sur son chemin. Mais nous savons que trop bien la force de l'extrême droite en France, et nous savons que trop bien la responsabilité des libéraux et de la droite qui ont ouvert ce chemin à la prise de pouvoir de l'extrême droite en France que nous avons réussi à arrêter. Cette leçon, il faudra la prendre pour le Parlement européen dans la semaine qui suit. Dans la semaine qui suit, nous allons élire des députés à la présidence et à la vice-présidence du Parlement européen.
Notre collègue ici, Younous Omarjee, a été désigné candidat pour notre groupe au Parlement européen. Mais nous posons aussi des valeurs et un principe très clair. À chaque fois qu'on commence à élire à des postes de responsabilité l'extrême droite, alors l'extrême droite est prête à prendre le pouvoir. C'est un avertissement à un moment où le cordon sanitaire va peut-être sauter dans notre Parlement européen, à l'heure où il y en a une course à l'échalote entre les 3 groupes d'extrême droite. Pour la première fois de notre histoire, notre Parlement détiendra 3 groupes d'extrême droite. Eh bien, nous demandons à ce qu'un cordon sanitaire très clair se tienne vis-à-vis de ces 3 groupes politiques. Et jamais, jamais, nous ne laisserons toutes celles et tous ceux qui voudraient renvoyer dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite soi-disant. Rappel utile, notre groupe s'appelle le groupe de la gauche au Parlement européen et la France insoumise est classée à gauche et non à l'extrême gauche à l'Assemblée nationale en France. Premier rappel utile. Et deuxième rappel utile, surtout, souvenez-vous qu'à chaque fois qu'on ouvre les vannes, alors l'extrême droite est prête à prendre le pouvoir et est prête à l'accaparer. On ne sait pour combien de temps pour remettre en cause nos libertés fondamentales, l'état de droit, les droits des minorités et surtout pour diviser nos concitoyens françaises et français mais européens en fonction de leur religion et de leur couleur de peau. Je pense que c'est un rappel utile, y compris pour les libéraux et la droite qui leur ont ouvert le chemin et qui ont perdu en France. Parce que la victoire du nouveau Front populaire est d'abord une défaite du macronisme. J'espère que cette leçon se disséminera partout en Europe, à l'heure où on s'apprête à élire notre président ou présidente et vice-président du Parlement européen, et à l'heure où la nouvelle Commission européenne s'apprête à se mettre en place aussi, ce qui me permet de dire un dernier mot sur la responsabilité en matière économique. L'avertissement lancé par la Commission européenne à la France n'a pas été lancé au nouveau Front populaire, a été lancé au gouvernement en place, et notamment au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a creusé les déficits de la France de 50 milliards d'euros chaque année en faisant des cadeaux fiscaux très importants aux plus riches et aux multinationales de notre pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons aussi notre groupe, mais collectivement au sein du nouveau Front populaire, refusé les nouvelles règles budgétaires et les nouvelles règles d'austérité qui vont s'appliquer dès cette année. Et si nous arrivons au pouvoir en France, alors nous serons un point d'appui pour tous les autres États en Europe, mais aussi pour la gauche qui se bat dans plein d'États pour refuser ces règles budgétaires. Et quand je vois que ça a été possible en Espagne de taxer les plus grandes fortunes ou taxer les super profits, il n'y a non seulement pas de raison que ça ne se fasse pas en France, mais surtout que ça ouvre le chemin au reste de l'Europe. Donc on va vous laisser avec ce mot d'espoir dans un ciel un peu assombri en Europe, mais on espère avoir littéralement ramené le soleil en Belgique et à Bruxelles. Et pour ceux qui ont vécu les inondations d'hier, vous savez de quoi je parle. Et j'espère que cette lumière va continuer à se disséminer, puisque, comme vous le savez, notre groupe de la gauche au Parlement européen est revenu plus fort avec 46 députés. Et nous jouerons le rôle central qui est le nôtre dans les mois et les années à venir pour combattre l'extrême droite. Nous avons réussi à le faire en France, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire dans le reste de l'Europe. Merci beaucoup à vous toutes et à vous.